pourtant, monsieur, la science fera-t-elle pousser à un épi de grain votre science? Que savons-nous? Qu'est-ce donc que cette matière primordiale qu'on n'a jamais vue, qui n'est rien des choses du monde et qui les a toutes produites? Elles peuvent très bien, en se décomposant, former les bouches volcaniques. Oui, connu. Les volcans, d'ailleurs, éclatent toujours près de la mer. Puisque les Julia a Les disparu, fougères d'autrefois sont... Au siècle dernier, Gustave Flaubert met en scène deux héros, affamés de savoir et un peu ridicules, Bouvard et Pécuchet, qui décident un beau jour de passer leur existence entière à discuter de toutes les sciences. Ce projet et le dialogue que Gustave Flaubert a écrit pourraient sans doute se nommer la légende des sciences du siècle passé. Est-ce que cela veut dire que nous sommes affamés de science, nous aussi, certainement, et peut-être un peu ridicules? Pourquoi pas? Et comme la création est harmonique, les habitants de Sirius devaient être démesurés. Ceux de Mars, une taille moyenne, ceux de Vénus, très petits. admet qu'un tremblement de terre ait lieu sous la Manche. Les côtes de la France et de l'Angleterre se rejoignent en chancelant. Et voilà, tout l'entre-deux est écrasé. Rendez-vous compte, Pécuchet, que notre individu contenait du phosphore comme les allumettes, de l'albumine comme les blancs À d'œufs, discuter de toutes les sciences, il rencontre à un moment l'astronomie et il parle du ciel. Nous ne voyons pas tout. Quel ciel voyait-il? Quel ciel voyaient nos ancêtres? Quel ciel voyaient les habitants d'autres pays? Quel ciel voyons-nous aujourd'hui? Quel ciel les savants nous font-ils voir? Au-delà des nébuleuses, des étoiles encore. La plus voisine est séparée de nous par 300 billions de myriamètres. Le Soleil est 1 million de fois plus gros que la Terre. Sirius a 12 fois la grandeur du Soleil. Des comètes mesurent 34 millions de lieues. C'est à rendre fou. La vitesse de la lumière est de 80 000 lieues dans une seconde. Un rayon de la Voie lactée met 6 siècles à nous parvenir. Si bien qu'une étoile, quand on l'observe, peut avoir disparu. Les heures sont intermittentes, d'autres ne reviennent jamais. Elles changent de position. Tout s'agite, tout passe. Cependant, le Soleil est immobile. On le croyait autrefois, mais les savants aujourd'hui annoncent qu'il se précipite vers la constellation d'Hercule. La science est faite suivant les données fournies par un coin de l'étendue. Peut-être ne convient-elle pas à tout le reste qu'on ignore, qui est beaucoup plus grand et qu'on ne peut découvrir.
L'histoire de l'astronomie peut se lire en 3 états du ciel ou 3 visions de l'univers. La première montre le paysage antique des étoiles et des constellations. Et ces constellations et ces étoiles ont des noms qui relatent des exploits de héros. Ce monde projette le paysage de la Terre et les histoires de la Terre vers le ciel. Le premier univers est humain. Il projette l'histoire des hommes vers le ciel. Le deuxième état, beaucoup plus scientifique, est abstrait. C'est celui des équations, des géométries, des mécaniques et des dynamiques classiques et modernes. Le troisième état, tout à fait contemporain, est une sorte de retour au paysage historié d'une multiplicité d'objets. Le troisième état paraît plus concret, humain, abstrait, concret, les 3 visions de l'univers. Considérons la splendeur du ciel. Vide et lisse, piqueté d'étoiles naines et supergéantes, aux scintillements blancs, jaunes, orange ou bleus, et relié par des lignes, hydres ou lyres, hiéroglyphes muets des constellations, le ciel nu de notre enfance devait se déchiffrer selon ces figures dessinées par des traditions millénaires et baignées par endroits d'un brouillard laiteux. Si vous regardez une plaine au sommet d'une colline ou d'une montagne, vous admirez devant vous l'irrégularité du découpage des champs. Ici, il y a un carré de vigne, un peu plus loin un rectangle de blé, un losange avec d'autres cultures. Donc il y a une sorte de maillage, de découpage que les anciens appelaient pagus, d'où est devenu le mot paysan, le mot païen, et même le mot page, la page d'écriture. Quand nous prononçons le mot constellation, nous disons aussi un découpage des étoiles. C'est-à-dire nous dessinons un schéma et nous voulons voir là une casserole, là les baudriers ou la ceinture d'Orion, là le W de Cassiopée. Mais si vous allez en Chine, si vous allez au Pérou, chez les Indiens d'Amérique ou ailleurs, ils ne découpent pas du tout les étoiles selon nos schémas. Bachelard appelait ça le test de Rorschach de l'humanité enfant. En effet, on voit des formes, mais d'autres gens voient d'autres formes. Quand vous regardez le ciel et que vous lisez sur les étoiles des constellations, vous les découpez en champs, c'est-à-dire en rectangle, en losange, en forme un peu plus compliquée, exactement comme vous a découpé en champs labourés, en carré de vigne ou en losange de luzerne, les champs de la terre. Et d'une certaine manière, ces découpages se correspondent sur la terre comme au ciel. Qui chantera les métamorphoses mythiques des morts transformés en astres et constellations, de sorte que l'histoire passée contemple les actes fragiles des vivants à travers le paysage, sur la terre comme au ciel. La paix de nouveau descend-elle silencieusement des cieux, parce que géant et Dieu
y ont eux aussi conclu la violence passée, quelques pactes. De même que la paix des prairies s'ensuit des partages des violettes et des primevères, dans la guerre des espèces pour tenir la terre entière, on dirait de même que de cet armistice long entre Hercule et le dragon émane la paix du ciel. Les pratiques maritimes complétées dans l'hémisphère sud ne changèrent pas cette vision du monde et sa clarté limpide. Ainsi l'avons-nous contemplé, ravis, des cimes alpines, andines ou himalayennes, et plus translucides encore, couchés sur l'aridité des ergues du Sahara, d'où l'on croit parfois, avant l'aube, atteindre des doigts le baudrier d'Orion. Comme nous ne pouvions prendre mesure au sextant qu'immédiatement après le coucher du soleil, pour bénéficier encore d'un horizon visible, nous devions au crépuscule vite reconnaître à son apparence, à sa teinte, à sa position relative sous telle latitude et en telle saison, la première étoile à s'allumer, Sirius, la plus grande, blanche et noble, Antares, tête de méduse, à rouges et verts variés, Arcturus, presque jaune, à la queue de l'ours, ou Vega du zénith, verticale et bleue, Fomalo, la croix du sud, chacune originale dans sa langue, grecque, arabe ou latine, singulière parmi ses voisines, dans un paysage variable et familier. Nous habitions le savoir par l'intermédiaire de ce ciel, notre plus grand habitat. Sa connaissance nous permettait même de nous orienter, de nous reconnaître lorsque nous errions sur notre maison terrestre. L'abstraite loi dont nous tirions la position du navire, sur les prairies vides où paissent les frégates, se mêlait donc à une connaissance archaïque et concrète des aspects du ciel. Nous avions en tête deux visions, la géométrie naissante pour le calcul nautique et le paysage antique des constellations pour reconnaître les étoiles. D'où la double vue, l'une archaïque et païenne et l'autre scientifique et moderne. Jadis, en effet, tissé comme une tapisserie, le paysage céleste s'historiait de personnages. Dieux ou héros comme Andromède, Pégase, Hercule, animaux, lions, poissons, taureaux, scorpions, serpents ou dragons, d'autres encore, selon que la voûte se lisait et se racontait, d'Égypte, de Chine, des Andes ou des Rocheuses, mais aussi d'objets, ordinaires ou étranges, épées, lyres, ceintures, balances, casseroles. Saturé non de lois régulières, mais de circonstances et d'événements contingents, le ciel ressemblait alors aux récits et aux usages de la terre et des hommes.
Saturé de circonstances et d'événements contingents, et non de lois régulières, le ciel ressemblait alors aux récits et aux usages de la terre et des hommes. Les seules lois que l'on y pouvait lire mimaient la volonté de certains, limitées par l'heure et le destin. Le paysage étendait ses détails et ses contingences sur la terre comme au ciel. Nous habitions 2 fois le même monde, la maison terrestre et sa voûte céleste. Compliqués, nous ne pouvions que recopier le ciel sur une carte, comme on le fait pour le paysage terraqué, topographié. Qui parmi nous ne se souvient de son premier voyage immobile d'enfant, dans l'immensité du monde, précédé par un adulte, cette carte du ciel à la main et dans l'autre une lampe de poche, par de douces nuits d'été, pour visiter, couché dans un pré ou sur un toit, les dessins de ces pierres précieuses ensemençant la nuit de leur lumière. Ce parcours initiatique est indélébile. Si le Père ne conduit pas aux cieux, à quoi sert-il donc? Et cependant, il n'enseigne point l'astrophysique, ce faisant. Quoi donc? L'enchantement, c'est-à-dire l'essentiel. Qui aujourd'hui encore n'use pas d'une telle carte du ciel et ne sait qu'en lisant les hiéroglyphes des constellations, il ne fait pas d'astronomie? Pourquoi? Parce que cette carte recopie le paysage. Le ciel moderne résulta d'une lutte séculaire contre cet espace multiplement habité. Tout l'effort géométrique, entrepris depuis les physiciens présocratiques et abouti seulement vers la fin du XVIIe siècle avec la loi de Newton, et même 100 ans après, lorsque Laplace démontra l'universalité de l'attraction, consista dans l'expulsion têtue de ces populations, dans l'épurement progressif du paysage, dans le dénouement de ces entrelacs, dans l'effacement de ces hiéroglyphes, dans le remplacement de cette géographie dont les circonstances recopiaient l'histoire. Et tout à coup, nous vîmes au-dessus de nous le vide. Tout à coup, nous vîmes au-dessus de nous l'abstrait. Tout à coup, nous habitions non plus l'ancien monde du paysage, mais la géométrie, nouvelle maison de glace pure. Euclide, puis Galilée, Newton et Laplace balayèrent le ciel. Nous avions changé tellement de maisons que c'est trop peu dire que nous n'habitions plus le même monde, car en déchirant la complexité des entrelacs et la grimace des hiéroglyphes, cet universel avait éradiqué et les maisons et les mondes. Tout à coup, la loi physique remplaça les lois humaines. Tout à coup, la science remplaça l'histoire. Tout à coup, la règle universelle et déductive, au-delà de la recopie locale, y régna. Tout à coup, le vide envahit le ciel. La géographie des paysages disparut du firmament au profit de la géométrie et des lois de la mécanique. Euclide et Newton se substituent aux aventures lentes de la Vierge et des Pléiades. La forme universelle remplaça les contenus locaux. Du coup, Kant vit dans le ciel les formes de la connaissance, de la morale et de la beauté.
Nous levons encore des cartes du ciel étoilé pour repérer le pôle entre la polaire et Cassiopée. Mais pour ce qui concerne le système solaire, le tracé d'une ellipse pure et le travail d'une force ont délivré le Soleil, Mars, Vénus, Saturne, Jupiter, Neptune et la Terre de tous les atlas du ciel. Quel besoin de relevé ou de copie pour les planètes, par exemple, et pour leur circulation autour du Soleil. Et pourtant, ainsi se nomment-elles en souvenir de leurs orbites erratiques, les astres errants. Mais Kepler et Newton mirent de l'ordre dans ces aberrations. Comme depuis leurs calculs, toute trajectoire ou position se déduit d'une loi simple, pourquoi perdre son temps à reproduire et dessiner sur une carte alors qu'il suffit de raisonner? D'où la double vision du monde, qui associait à nos yeux un paysage imprévisible et merveilleux, muni d'infinis détails, et ce volume, vide et lisse, gouverné par une loi. La raison classique explique en se libérant des cartes, des index et des listes. Il suffit de figures et de mouvements, de forces rares dans un espace lisse, pour prévoir l'ensemble de tous les détails apparents dans l'espace et dans le temps. L'existence des cartes signe donc un déficit de simplicité, de rigueur et d'ordre. Aussi bien les Grecs que les contemporains ont en commun l'idée de modèle. L'essentiel pour eux est de créer un modèle du monde, un modèle des mouvements, un modèle des formes, et ce modèle est abstrait, et ce modèle est géométrique. Et donc, à la considération concrète de tel corps, on va substituer un schéma géométrique qui exprime parfaitement sa place, sa position, son mouvement, sa vitesse, son accélération et la force qui agit sur lui. Et donc, l'essentiel de ce monde vide et lisse, c'est la notion de modèle. On le modélise. Et en le modélisant, on le schématise. Et par conséquent, il n'y a plus de paysage, il n'y a plus que ce monde vide sur lequel, comme au tableau noir, on trace des schémas. Dès Anaximandre, un modèle du monde est déjà dessiné, où la Terre trône au centre de l'univers, mais cet univers est déjà vide et lisse, comme la géométrie le prévoit. Ce sont déjà des modèles géométriques. Et par la suite, des gens comme Aristarque, comme Hipparque, ne feront qu'ajouter à ce modèle déjà euclidien avant la lettre un certain nombre de lois et de particularités. Et Ptolémée décrit un modèle complet des mouvements du ciel, où la Terre est mise au centre du monde, et autour de la Terre tourne l'ensemble des planètes ainsi que le Soleil. Et pendant toute cette période, les astronomes de langue grecque ont comme devise de sauver les apparences. Et étant donné le regard qu'on peut porter sur les mouvements du ciel, comment expliquer cette apparence? Et le modèle géométrique et les premières descriptions des orbites des planètes sont là pour répondre à cette question. Il faut dire que ce modèle, valable pendant toute la civilisation grecque, l'est resté pendant le Moyen-Âge. Et au début de la science moderne, ce qu'on est convenu d'appeler la science moderne autour du XVe, XVIe siècle, toute une suite de révolutions ont apporté à ce modèle des changements importants. Le premier vient de Pologne, Copernic, qui écrit pour la première fois sa révolution des orbes célestes, révolution qui veut dire bien entendu mouvement circulaire, mais qui veut dire pour nous aujourd'hui le changement de centre. Ptolémée mettait la Terre au centre du monde,
Copernic met le Soleil au centre du monde et la Terre tourne autour du Soleil. Révolution copernicienne. Après Copernic, les discussions vont bon train et les philosophes ou les savants sont partagés entre le modèle ptolémaïque, géocentré, la Terre au centre, et le modèle copernicien, héliocentré, le Soleil au centre. Et Tycho Brahe, dans l'île de Vênes, Europe du Nord, prépare un modèle qui mélange les avantages, mais hélas aussi les inconvénients, d'un modèle héliocentré et d'un modèle géocentré que Descartes, le grand Descartes lui-même, adoptera. Les révolutions continuent et Kepler, étudiant Mars, après Tycho Brahe, découvre que les révolutions ne sont pas circulaires, que les orbites des planètes ne sont pas circulaires, mais elliptiques. Les planètes décrivent des orbites ovales et non pas des orbites rondes. Et en plus de ce modèle elliptique, il écrit 2 ou 3 grandes lois qui vont rester classiques et qui décrivent ces mouvements de manière rigoureuse. Galilée, en Italie. Galilée découvre la lunette astronomique, dit-on, car il semble avoir eu quelques prédécesseurs. Il découvre les satellites de Jupiter, il décrit la loi de la chute des corps. Bref, il fait rentrer cette astronomie dans ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui la physique mathématique.
enfin, le plus grand de tous, apporte une réponse décisive à la vieille question grecque de sauver les apparences, car enfin, ce qu'ont fait les prédécesseurs de Newton n'a jamais été que la description des mouvements, même s'ils ont donné des lois mathématiques de ces mouvements et de ces formes, mais ils n'en ont pas donné la cause. Qu'est-ce qui fait que les astres tournent de manière elliptique et de telle et telle façon? C'est au XVIIe siècle que s'invente avec plusieurs philosophes, Leibniz en particulier en Allemagne, mais Newton en Angleterre, le concept de force et l'idée que cette force qui anime les planètes, c'est la gravitation universelle, à laquelle Newton a attaché son nom ainsi que sa loi, et qui donne non seulement la raison d'être de ces mouvements, mais la raison universelle, puisque Laplace, à la fin du XVIIIe siècle, démontrera que la gravitation est réellement universelle, c'est-à-dire s'applique à la totalité de l'univers. Et donc ce modèle géométrique, mécanique, dynamique, qui a commencé vers le 6e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ, et qui perdure, puisque au 20e siècle, les grands noms de Poincaré en France ou Einstein en Allemagne et aux États-Unis sont encore attachés à ces grandes disciplines que sont la dynamique classique ou la théorie relativiste. Très grande révolution. On ne peut pas imaginer que soit comparable le ciel de Kepler, le ciel de Newton, le ciel de Poincaré ou celui d'Einstein. Et pourtant, je crois que, aussi considérables que soient les choses qui les séparent, plus considérable encore est la chose qui les rassemble. Car ce qui les rassemble, c'est précisément cette vision d'un espace homogène, isotrope, nu, dans lequel les corps célestes se meuvent à cause d'un certain nombre, à cause d'une force. Ce qui les unit, quelles que soient leurs différences, c'est cette vision magnifique, cette vision qui est réellement aujourd'hui passée comme la vision scientifique par excellence. Cette vision de géomètre d'un espace homogène, cette vision de mécanicien, de déplacement, de vitesse et d'accélération, cette vision de dynamicien considérant les forces de gravitation. Et l'ensemble de cette vision, c'est ce qui, à nos yeux, incontestablement, est passé depuis plusieurs millénaires de sciences occidentales pour la science par excellence. Mais aujourd'hui, à l'inverse de l'immense maison translucide, nous avons à voir un univers encore plus gigantesque, certes, mais multiplement grumeleux. Naguère fier d'avoir expulsé les casseroles, les lyres, les balances et baudriers, voici que revient une prodigieuse quincaillerie dont la diversité ensemence en fournaise, en poussière et en agrégats. Grains, granules et globules, cordes, tubes et disques, jets, flots et vents, ceintures, bulbes et enveloppes, arches, anneaux et barres, aurores, couronnes, calottes et chevelures, filaments, lobes, croûtes, taches, attracteurs de toutes formes, trous coronaux ou noirs, pulsars, zones, régions. Un tel catalogue ressemble fort à la liste que l'ancien temps eût pu dresser avec le nom propre des étoiles et les figures des constellations. Au ciel comme sur la terre,
les figures et les mouvements réunis en une loi font place à un kaléidoscope étrange où voyages et promenades nous donnent à voir des milliards de paysages, brûlants et changeants. Chaque objet devient une singularité voisine ou éloignée de milliers d'autres, dont on découvre chaque nuit les originalités irréductibles. Il y a des galaxies. Il y a des galaxies spirales et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des trous noirs. Il y a des quasars. Il y a une liste d'objets extraordinairement longue. Je crois qu'il y en a 400 ou 500 différentes qui peuplent le ciel, de telle sorte qu'au lieu d'avoir autour de nous un univers, cela veut dire uni, c'est-à-dire unique, vers quelle que soit la direction vers laquelle je me tourne, il était d'une certaine manière le même, des étoiles, des planètes, du vide, plus ou moins chaud, plus ou moins dur certes, mais un univers. Mais maintenant, cette pluralité d'objets qui peuplent l'ancien univers, qui fait qu'il y a à la fois de ces ballons de football nommés fullérenes, que chaque jour les astronomes trouvent d'objets différents, des amas d'amas, des trous noirs, des granules, des facules, bref, un monde tel que où que je me tourne, je ne trouve que de la singularité. Autrement dit, autrefois, je pouvais faire une carte du ciel, et elles existaient, les cartes du ciel, puisqu'il y avait, quand nous naviguions, des cartes du ciel pour nous repérer et pour savoir quelle était la première étoile qui s'allumait au firmament pour pouvoir faire le point au coucher du soleil. Mais maintenant, ce n'est plus une carte, c'est un paysage. C'est un paysage qui fourmille de singularité. D'ailleurs, il existe une théorie qui prévoit la taille de ces objets divers, c'est la théorie de l'accrétion, qui calcule quel type de forme et quel type de poids et quel type d'objet va se promener ici ou là. Et donc, cet univers est divers. Le monde que nous voyons aujourd'hui, qui est triple, car vous pouvez avec vos yeux voir le paysage antique des étoiles et des constellations, vous pouvez, avec votre raison et les lois que vous connaissez, voir les lois du monde telles que Newton et Einstein les ont posées, et vous pouvez voir aussi, avec les outils que vous donne l'astrophysique contemporaine, l'extraordinaire paysage concret d'aujourd'hui. Vous avez donc les trois visions en même temps. Mais la troisième est extraordinairement plus diverse que les deux premières. Et ce qu'il faut penser, peut-être aujourd'hui, c'est l'unité de ce divers, c'est l'univers de cette diversité. Lorsque les astrophysiciens cherchent des théories un peu globales, comme celle de l'accrétion, d'autres théories concernant les forces nucléaires, ils cherchent toujours cet univers, c'est-à-dire l'unité de cette diversité. Et c'est ça probablement l'astronomie d'aujourd'hui, et aussi peut-être l'astronomie de demain.